Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre des cycles de webinaires de HomeGrade. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, HomeGrade, nous sommes un centre de conseil et d'accompagnement sur le logement et la rénovation en région de Bruxelles-Capitale. Nos services sont soutenus par la région et sont gratuits. Nous répondons à vos questions et vous accompagnons sur les diverses thématiques de la rénovation et sur les primes. N'hésitez donc pas à vous rendre à notre guichet d'information, qui est Place Quetelet numéro 7, ou à nous contacter par téléphone ou via le formulaire de contact que vous trouverez sur notre site Internet. Vous trouverez aussi sur notre site de l'information et de nombreuses brochures. Ce midi, nous allons aborder la thématique des châssis avec Jérôme Bertrand, conseiller chez HomeGrade depuis de nombreuses années et spécialisé en patrimoine. Il va nous parler des critères de choix en rénovation lorsque l'on remplace des châssis de fenêtres. Jérôme, je te laisse la parole. Merci Hélène. Je vais d'ailleurs m'appuyer sur une brochure que nous avons rédigée à deux, Hélène et moi, donc qui est sortie assez récemment dans la collection HomeGrade. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais partager mon écran. Donc voilà, donc ce webinaire va donc porter sur le remplacement des châssis de fenêtres dans le contexte de travaux de rénovation. Et nous allons aborder cette question qui est assez complexe techniquement et qui n'a d'ailleurs pas que des aspects techniques, puisqu'il y a évidemment des questions d'esthétique, d'urbanisme, de patrimoine qui peuvent être en jeu. Donc, nous allons l'aborder à travers quelques petits chapitres que vous avez sous les yeux. Donc, d'abord, quelques éléments de vocabulaire du châssis. Ensuite, une approche des fonctions de la fenêtre. Au fond, qu'est-ce qu'on attend d'une fenêtre, à quoi elles servent exactement, et quelles sont les performances attendues. Le choix du châssis lui-même, donc les profilés du châssis, notamment la question du matériau, mais pas uniquement. Le choix du vitrage, la pose du châssis, donc ça c'est un élément qu'on passe souvent un petit peu rapidement, et en réalité c'est un élément tout à fait déterminant dans les performances réelles de la fenêtre dans le contexte de travaux de pose de châssis. L'entretien, qu'on oublie souvent aussi, et enfin quelques points d'attention avant de signer un devis. Et puis, un petit spot en fin d'exposé sur les possibilités d'amélioration des châssis existants dans le cas où c'est le scénario de la conservation qui est retenu. Le vocabulaire, donc à gauche, vous avez un dessin un peu schématique de fenêtres. Au centre, la petite fenêtre qui est ouverte là, je ne sais pas, oui, vous voyez ma flèche, j'espère. On a d'abord deux éléments fondamentaux qui constituent le châssis de fenêtre. C'est la partie fixe, qu'on appelle le dormant, donc c'est le cadre du châssis ici, et la partie ouvrante, donc les deux ouvrants dans ce cas-ci, donc une fenêtre assez simple. Dans l'illustration de gauche, on peut découvrir d'autres éléments. Donc, d'une part, dans la partie basse, on retrouve les ouvrants. Dans la partie haute, on a une partie vitrée également, mais qui est fixe, qu'on appelle l'imposte. Entre la partie ouvrante et la partie fixe, on a la traverse d'imposte. De manière générale, les traverses des châssis, en menuiserie, tout ce qui est horizontal en fait s'appelle traverse, tout ce qui est vertical, ce sont des montants. Donc les traverses basses, on a la partie fixe qui s'appelle la pièce d'appui, que vous voyez ici en coupe, et la partie mobile qu'on appelle le rejet ou le jet d'eau. Donc, également un petit élément qui est plutôt typique des châssis anciens, qui est le sabot, qui est une petite pièce démontable qu'on appelle aussi crossette dans certains cas. Et à droite, une coupe d'un châssis plus récent qui nous
montre d'une part les frappes, qui sont en fait les points de contact entre la partie fixe et la partie mobile. C'est à ces points de contact que se fait l'étanchéité du châssis, dans les châssis anciens sans joint et dans les châssis récents avec des joints. Ici, on a un joint. On a souvent en fait une triple frappe et un double joint. Et on retrouve le dormant et l'ouvrant. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'une fenêtre? Alors, si on pose la question à l'homme de la rue, peut-être que la réponse aujourd'hui serait une isolation thermique maximale. Effectivement, c'est un des éléments de performance qu'on attend d'une fenêtre, mais il faut quand même se rappeler avant tout qu'une fenêtre, ça sert à éclairer les locaux, ça sert à ventiler, donc ça a avant tout des fonctions de communication avec le monde extérieur, tout en permettant une certaine protection. Donc on a notamment au niveau thermique et acoustique. Donc on a l'éclairement naturel qui va dépendre des dimensions, des formes, de la position des ouvertures dans la façade, des proportions de châssis et de vitrage, et c'est ce que vous avez dans le petit schéma ici à droite, c'est ce qu'on appelle la surface nette éclairante, parce qu'il y a une différence importante entre la surface de l'ouverture, donc la surface de la baie, et la surface effective des vitrages. Dans un châssis courant, double ouvrant et poste fixe de ce type, type 19e siècle, on a typiquement une proportion 30% de châssis et 70% de vitrage. Un autre élément dont on parlera plus en détail, c'est la transmission lumineuse du vitrage, TL. Voilà, je m'excuse, il y aura certaines répétitions parce qu'on voilà, d'une part, je vais parler du châssis, je vais parler des vitrages, de la fenêtre dans son ensemble, et certaines notions techniques, évidemment, seront répétées. Mais la répétition étant la mère de la science, j'espère que ça ne sera pas exagéré comme, comme répétition. Alors, performance thermique, d'une part, elle est déterminée par l'étanchéité à l'air du châssis, et d'autre part par le coefficient de transmission thermique du châssis, d'une part, donc les profilés de châssis UF, F en indice voulant dire frame, d'autre part le coefficient de transmission thermique du vitrage UG, U-glace. La moyenne des deux, donc dans ce cas-ci, 70% de vitrage, 30% de châssis, va nous donner la valeur UW de la fenêtre qu'on exprime en watts par mètre carré fois K. Alors, la performance thermique est également déterminée par la transmission solaire du vitrage. Donc, c'est les apports gratuits de soleil en hiver qu'on appelle le facteur G. Et alors, il faut se rappeler aussi un élément important, parce qu'on se focalise beaucoup sur les fenêtres quand il s'agit de rénover un bâtiment dans un but d'amélioration de la performance énergétique. Mais les fenêtres, comme vous le voyez dans ce petit schéma sur la droite, ne représentent qu'un pourcentage des déperditions thermiques de l'enveloppe globale, pourcentage qui est généralement assez inférieur à celui des déperditions par les murs et par la toiture. Autre performance importante, surtout en milieu urbain, c'est l'isolation acoustique qui, elle, va dépendre également de l'étanchéité à l'air, mais je dirais dans une mesure encore plus importante que dans le cas de l'isolation thermique. Le moindre passage d'air en matière d'acoustique va déforcer fortement la performance acoustique du châssis. Et on a l'indice d'atténuation acoustique du profilé de châssis lui-même et du vitrage, avec un indice spécifique ici également qui est RW plus CTR qu'on exprime en décibels, donc c'est l'indice d'atténuation acoustique. On a les aspects sécurité. Bon, il faut évidemment protéger les personnes qui sont dans le bâtiment, éviter dans certains cas le risque de défenestration ou de blessure en cas de choc, et également offrir une résistance suffisante à une tentative d'effraction. Donc c'est important notamment pour des fenêtres qui seraient situées
au rez-de-chaussée, dans des parties facilement accessibles. Bon, c'est un petit peu moins fondamental en milieu urbain que dans des bâtiments dispersés à la campagne. La ventilation, donc les fenêtres sont évidemment importantes pour permettre une ventilation intensive quand le besoin s'en fait sentir. Donc, par exemple, quand on a beaucoup de monde à la maison, quand on cuisine, on prend une douche, voilà, à certains moments, on a besoin d'une ventilation plus importante pour assécher l'air, éliminer l'humidité, renouveler l'air, assurer la qualité de l'air intérieur, qui est de manière très générale moins bonne que celle de l'air extérieur. Et pour la ventilation, ben, on a aussi des systèmes d'amener d'air dans les châssis pour assurer une ventilation continue. Et on parlera de ça de manière un peu plus détaillée par la suite. Un autre point à prendre en considération, ce sont les coûts financiers. Donc, si je remplace mes fenêtres, eh bien, pour des raisons thermiques, principalement, il peut y avoir des tas d'autres raisons, mais si on considère vraiment qu'on remplace pour une raison d'amélioration de la performance énergétique, en combien de temps je vais rentabiliser mon investissement? Eh bien, le coût des châssis de fenêtres étant important et plus important que celui de l'isolation d'autres éléments de l'enveloppe du bâtiment, on se retrouve souvent, même pour des châssis de forme relativement simple, à des temps de retour assez longs, d'une vingtaine à une trentaine d'années. Quand on a des châssis plus complexes, qu'on a des cintrages, des éléments courbes, des petits bois, des divisions particulières, des formes spéciales, eh bien, on se retrouve à des temps de retour vraiment beaucoup plus longs et qui vont dépasser bien souvent la durée de vie en fait, du nouvel élément qu'on apporte et certainement la durée de vie des vitrages. Dans le cas où on remplace des châssis qui sont déjà équipés de double vitrage, alors le temps de retour, là également, va être très long puisque le différentiel en termes de performance énergétique entre la situation d'origine et la situation avec châssis remplacé va être relativement faible et donc ça va allonger fortement le temps nécessaire pour récupérer son investissement sur base des économies d'énergie. Ces résultats, évidemment, sont toujours très contestables. Ces retours financiers peuvent varier fortement, évidemment, en fonction de l'évolution du prix de l'énergie, on l'a vu récemment, en fonction de l'évolution du coût des travaux aussi. Cependant, en fait, ces deux facteurs sont quand même fortement liés. On a vu une explosion des prix dans la construction suite à l'augmentation des prix de l'énergie. Et donc, on arrive quand même à des ordres de grandeur qui gardent une certaine validité, une valeur indicative, en tout cas au moins pour comparer l'intérêt d'intervenir sur les châssis plutôt que sur un autre élément de la paroi, par exemple. Alors ici, c'est un exemple de calcul financier, enfin de temps de retour sur base d'un devis reçu d'une personne qui s'est présentée pour du conseil technique à la permanence d'Homegrid. Donc, on a un châssis de forme relativement simple. On n'a pas de courbe, on n'a pas de cintrage. On a simplement des divisions un petit peu plus particulières dans la partie supérieure avec des petits bois. Donc, je dirais que c'est un châssis qui est plutôt dans la moyenne en termes de complexité. On a des choses plus simples, on en a d'autres beaucoup plus complexes. On arrive en fait à un prix au mètre carré d'environ de 765 €. On calcule ici le prix du kilowattheure de gaz en avril 2023, bon, la situation actuelle. Donc le prix a diminué par rapport aux extrêmes qu'on a connus il y a une année, et même il y a encore jusqu'à quelques mois. Et en calculant, en utilisant ici une feuille de calcul du site Énergie Plus de la région Wallonne, on arrive à un temps de retour de 36 ans, hors primes, je précise, évidemment, les primes régionales, les primes Rénolution permettent de faire descendre un petit peu ce temps de retour. Il faut quand même remarquer aussi que ce prix ne comprend pas les finitions intérieures. Donc tout ce qui est, on verra avec les informations sur la pose du châssis, que ça peut représenter un travail quand même important qui n'est pas comptabilisé ici et qu'il n'y a
pas non plus un élément particulier ici, c'est qu'on avait des châssis à vitraux, donc la propriétaire a fait replacer ces vitraux, etc., les a fait replacer en survitrage à l'intérieur, et donc ça représente encore un coût supplémentaire. Donc il ne s'agit pas d'une intervention anodine, elle a un poids budgétaire important, donc c'est important de bien étudier cette question avant de prendre une décision. Le coût environnemental, bon, bien sûr, l'objectif est d'économiser de l'énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un enjeu tout à fait important, mais cet enjeu doit être nuancé par l'étude de l'impact du remplacement de châssis en analysant le cycle de vie des matériaux. Aujourd'hui, on remplace, comme vous le voyez là, c'est une photo prise dans un container récemment. Ce sont des châssis qui datent du début des années 90. Donc après une trentaine d'années, ils sont remplacés. On voit aujourd'hui pas mal de chantiers sur lesquels on remplace des châssis qui ont parfois une vingtaine d'années. Donc, c'est des cycles de vie qui diminuent pour des performances qui augmentent, mais tout ceci, évidemment, a un impact important, sachant que les matériaux qui composent les fenêtres font rarement l'objet d'un véritable recyclage. On a du downcycling, par exemple, donc c'est un recyclage, mais dans dans des applications qui sont d'une qualité inférieure à celle de l'objet d'origine. Donc le vitrage, par exemple, on le réduit pour en faire on le broie pour en faire des abrasifs. On utilise dans les ballasts pour la fabrication, la construction des autoroutes, des choses comme ça. Une petite partie peut réintégrer les filières de production du verre plat, mais dans le cas du verre plat, on a besoin de qualité de verre tout à fait contrôlée, et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement difficile avec des vitrages de toutes origines qui se retrouvent dans des chaînes de recyclage. C'est un peu différent pour le verre creux, où là, il y a un recyclage quand même plus aisé, puisqu'on a besoin de niveaux de qualité quand même nettement moins élevés. Euh, alors, la conclusion de différentes analyses de cycle de vie est en général que les châssis en bois sont plus favorables en termes d'impact environnemental, notamment parce que le bois les arbres stockent du carbone du CO2 pendant leur croissance. Donc, on peut considérer que de ce point de vue-là, ils ont un impact positif. Par contre, il doit y avoir toute une série de conditions pour que cet impact soit positif. Le bois doit provenir de forêts gérées correctement, ce qui est le cas en général en Europe. Donc des bois européens, ou alors si c'est des bois exotiques, ils doivent être labellisés FSC ou PEFC, donc c'est-à-dire que on a un label qui garantit qu'ils proviennent de forêts gérées de manière durable et que leur impact est moindre. Donc les châssis PVC en aluminium, en bois exotique non certifié, ont un un impact plus important selon le type d'analyse et selon les éventuelles pressions, je veux dire, la qualité des données qui sont utilisées. On peut avoir dans un cas l'aluminium qui apparaît comme meilleur que le PVC, ou l'inverse. Tout ceci se joue un petit peu à la marge. Ce qui est absolument important, c'est de ne remplacer des châssis que quand c'est absolument nécessaire pour des raisons d'état du châssis ou des raisons, des raisons d'amélioration des performances, mais de ne pas multiplier les remplacements de manière un petit peu aveugle, comme on l'a fait quand même beaucoup depuis pas mal d'années. Alors, dans certains cas, donc, ces interventions, on en a parlé des coûts financiers, on a parlé des coûts environnementaux, il y a aussi un coût patrimonial. Si vous vous baladez dans les rues de Bruxelles aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de rues avec un bâti de grande qualité patrimoniale, mais qui a perdu dans
grande majorité des cas, ces châssis d'origine. Donc, quand on a encore des châssis d'origine, c'est intéressant de se poser la question, en particulier si ces châssis ont une valeur patrimoniale et si le bâtiment lui-même présente une valeur patrimoniale. Donc, on a encore des châssis qui ont une centaine d'années, parfois nettement plus, et qui sont en bon état, simplement parce qu'ils ont été bien entretenus. Souvent, c'est dans des façades un peu moins exposées, façade nord, par exemple, on n'a pas de pluie battante, on a peu de soleil, etc. Donc, les menuiseries souffrent moins. Quand on monte dans une façade, les châssis sont souvent en moins bon état aussi, donc on peut imaginer aussi des remplacements partiels, à condition de les faire à l'identique et avec une certaine qualité. Et il existe, on le verra en fin d'exposé, des solutions techniques qui permettent de renforcer la performance thermique et acoustique des châssis existants, même s'ils ne permettent pas d'atteindre les mêmes performances que les châssis d'aujourd'hui, les plus performants. Alors, je passe maintenant au profilé de châssis, après on passera au vitrage. Donc, on a classiquement, vous le savez, 3 matériaux qui sont proposés sur le marché, enfin principaux. Donc, on a le bois qui reste quand même présent, l'aluminium et le PVC, même s'il existe toute une série d'autres matériaux, par exemple l'acier, qui est un matériau qui était utilisé pas mal pour les châssis au XXe siècle et qui reste présent, mais qui est un châssis je dirais de luxe, entre guillemets, qui est assez cher. On a des châssis qui combinent le bois et l'aluminium, qui peuvent être intéressants parce qu'alors ça permet d'utiliser des essences de bois plus légères et plus isolantes, et puis en fait de moins bonne qualité en termes de résistance aux intempéries, mais qui sont protégés alors par une feuille d'aluminium. On a des châssis à l'UPVC, polyuréthane. Enfin, voilà, on a toute une série de variantes. Dans certains cas, on a des châssis qui sont vraiment composés de beaucoup de matériaux différents. On peut avoir des châssis PVC injectés de polyuréthane, par exemple, pour améliorer sa performance thermique. Voilà, tout ça, les châssis PVC d'ailleurs ont toujours un profilé en acier à l'intérieur, puisque le PVC n'a pas de qualité particulière au niveau mécanique, et donc il faut le maintenir avec un élément qui le rigidifie. Tout ça complique évidemment un éventuel recyclage en fin de vie. Donc le choix du matériau va dépendre de différents critères. On a l'esthétique, hein, certains matériaux ont leur esthétique propre, le bois, l'aluminium, l'acier. On va voir la question des performances, et on va voir que le matériau va avoir une certaine influence sur les performances, le budget, l'impact environnemental. Et alors l'esthétique, évidemment, est un point important. Les profilés de châssis d'aujourd'hui sont très standardisés. Alors parmi la gamme et parmi les matériaux à disposition, le bois reste malgré tout un matériau qui permet plus d'adaptation que les autres. Donc on peut ajouter des éléments moulurés, on peut retravailler des formes en atelier, davantage qu'avec des châssis alu ou PVC par exemple, où les profilés sont quand même plus industrialisés. Donc dans pas mal de cas, même si ce n'est pas une règle systématique, le recours à un matériau identique à celui d'origine est souvent une solution pour se rapprocher d'une esthétique de façade d'origine. On a un critère qui semble évident, mais on peut avoir des châssis qui ne le remplissent pas, c'est l'étanchéité à l'eau. Surtout pour une façade exposée aux pluies battantes, façade sud-ouest par exemple. Donc ce critère-là est important, et plus on va monter dans une façade, plus ce critère va être important, et idem pour l'étanchéité à l'air. Donc c'est un élément important pour les performances thermiques et acoustiques. On a plusieurs classes d'étanchéité à l'air pour les châssis, de 1 à 4. Dans la pratique, en fait, la plupart des châssis qui sont mis sur le marché répondent en fait à la classe 4. Donc, théoriquement, en tout cas, ils devraient pouvoir affronter les conditions les plus dures, mais il faut quand même
Dans le cas où on est dans un immeuble haut, par exemple, on va avoir quand même, il faudra vraiment s'assurer que les châssis répondent à ces critères d'étanchéité à l'air et à l'eau. La transmission thermique, on en a déjà parlé, donc c'est la valeur U, donc le coefficient de transmission thermique du châssis. Un constat général, c'est que les profilés de châssis sont en fait aujourd'hui moins performants thermiquement que les vitrages isolants. Donc c'est plutôt le profilé de châssis qui va déforcer entre guillemets l'isolation du châssis. Donc c'est important de trouver un équilibre, une complémentarité entre châssis et vitrage. Les châssis en bois et en PVC ont un coefficient thermique plus faible, donc ils sont plus isolants. Donc plus U est petit, plus l'élément est isolant. Donc ils sont plus isolants que les châssis en aluminium. L'aluminium est un matériau très déperditif au niveau énergétique, très conducteur de la chaleur ou du froid. Et donc, on arrive à avoir des châssis alu performants grâce à des systèmes de coupure thermique qu'on interpose entre la face externe du châssis, exposée au froid, et la face, ou à la chaleur, et la face interne du côté intérieur. Les performances acoustiques plaide plutôt, enfin, la recherche de performance acoustique plaide plutôt pour le choix de châssis en bois de forte densité. Donc là, mais il faut vraiment s'assurer qu'on a une densité de minimum 600 kg au mètre cube, ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec les matériaux les plus courants comme le Meranti qu'on voit encore beaucoup sur les devis aujourd'hui. Enfin, il faut en tout cas vérifier la densité du bois parce que là, elle peut être très variable. On peut bien sûr atteindre des performances acoustiques élevées aussi avec d'autres matériaux, PVC, aluminium. Mais à ce moment-là, il faut vraiment des profilés conçus pour ces performances acoustiques et normés. Donc en fait, il faut se renseigner à ce moment-là sur la performance acoustique du profilé de châssis lui-même, la demander au placeur de châssis. Les châssis sont complétés dans beaucoup de cas aujourd'hui par des ouvertures d'amener d'air pour la ventilation. Enfin, pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années, on a remplacé des châssis en réalité sans se préoccuper une seconde de la ventilation. Donc, on a étanchifié les bâtiments sans réfléchir à la question de la nécessité de la ventilation. On est arrivé dans certains cas à des gros problèmes de transfert de condensation sur les parois froides, typiquement au niveau des linteaux au-dessus des châssis ou des allèges de fenêtres, donc la partie en dessous de la fenêtre. Donc les zones les plus froides sont devenues des zones où on a eu des développements de moisissures, des choses comme ça. Donc c'est un élément vraiment essentiel qui est imposé par la réglementation aujourd'hui. La difficulté, c'est que ces amenées d'air, vous en voyez une à droite, voilà, elles occupent une certaine place et plus elles sont performantes d'un point de vue acoustique, plus elles sont importantes, elles sont massives en fait, vues du côté intérieur. Un autre critère du point de vue du choix du type de châssis, c'est le budget. Et bon là, clairement, ça c'est évidemment le point le plus fort du châssis PVC, c'est l'option généralement la moins chère. C'est un châssis qui a vraiment été mis sur le marché, principalement pour le marché de la rénovation. Et donc, le bois est généralement plus cher, mais avec des nuances parfois importantes selon l'essence de bois choisi et selon qu'on choisisse un bois labellisé ou non. Les bois labellisés sont plus chers, mais il existe des incitants dans le cas des primes notamment, pour encourager le choix de ce type de bois labellisé. Et alors l'alu est plus cher que les autres matériaux. Et alors l'acier également, bon, là on est arrivé à des prix nettement plus élevés. Le choix du vitrage, donc là on est dans un autre chapitre complémentaire au précédent. Pour faire une fenêtre, il faut des profilés et il faut des vitrages. On revient donc avec les mêmes critères, en fait, mais déclinés cette fois au sujet des vitrages. Les enjeux sont un petit peu différents. Donc la transmission thermique
Donc la valeur UG, U glace, donc c'est la valeur, la transmission thermique mesurée au centre du vitrage. Donc plus cette valeur est basse, mieux le vitrage, désolé, isole thermiquement. Et on a plusieurs éléments qui influencent cette valeur. Vous avez dans le haut à droite un double vitrage qui montre l'espace entre les deux vitres qui est rempli soit d'air déshydraté, enfin aujourd'hui quasi systématiquement de gaz isolant, argon en général, c'est parfois du krypton. On a une couche à basse émissivité en face 3, face intérieure du vitrage. Et alors on a l'espaceur, donc comme ça vous voyez un peu la composition du vitrage. Et le schéma du dessous vous montre l'effet de la couche à basse émissivité dont l'objectif est de contenir une partie des rayonnements infrarouges vers l'intérieur du logement pour éviter de les laisser s'échapper à l'extérieur, donc qui participe au coefficient de transmission thermique du vitrage. On a des espaceurs métalliques de manière générale, mais il existe également des espaceurs en matière synthétique, en plastique, qu'on appelle warm edge et qui limitent le pont thermique, si on veut, donc à la périphérie du vitrage, et donc qui renforcent les qualités isolantes du vitrage. Enfin, on a la transmission solaire, G, qui exprime le pourcentage de chaleur solaire qui traverse le vitrage vers l'ambiance intérieure, et puis la transmission lumineuse, TL, pourcentage de lumière naturelle que transmet le vitrage. Un petit tableau qui met en perspective ces trois valeurs. Sur les devis, vous trouvez en général la valeur U, enfin systématiquement la valeur U. C'est l'élément principal qui est pris en compte, également dans la réglementation thermique, également pour les primes. Et donc, tout est focalisé sur cette valeur U. Mais c'est vraiment intéressant de tenir compte également des deux autres valeurs qui définissent finalement la valeur énergétique d'un vitrage, qui sont la transmission solaire, G, et la transmission lumineuse. Ce qu'on voit, c'est qu'un simple vitrage a une transmission thermique UG de 5,8, donc c'est très peu isolant. Par contre, une transmission solaire qui est vraiment au maximum, 87%, donc par rapport à la lumière, par rapport à l'énergie totale, on perd 13%. Transmission lumineuse, 90%. Si on prend un vitrage classique d'aujourd'hui, celui qui est imposé par la réglementation, valeur U 1.1, donc c'est un double vitrage avec couche à basse émissivité. La transmission solaire chute quand même d'environ 25% et la transmission lumineuse d'une dizaine de pourcents. Voilà, il y a un prix à payer forcément et dans la plupart des cas, tout ça ne pose pas de problème. Ce qui est interpellant, c'est de voir que quand on passe à un vitrage 1.0, donc on a un tout petit dixième de gain en termes de transmission thermique, on a une perte assez brutale, encore de 12% en transmission solaire et de 10% en transmission lumineuse. Ce qui me fait dire que dans certains cas en rénovation, il faut quand même vérifier si cette perte est acceptable et même si l'entrepreneur vous propose le 1.0 au prix de 1.1, ce qui est souvent le cas, c'est pas toujours intéressant. À tout le moins, il faut se renseigner sur les valeurs du fabricant parce que ça varie d'un fabricant à l'autre. Ici, ce sont des valeurs moyennes qui sont communiquées par la Fédération de l'industrie du verre dans une publication de 2019. Et donc ça, c'est un petit point d'attention qu'il est intéressant d'avoir à l'esprit avant de signer le devis. La performance acoustique, ici aussi, il y a des éléments un peu curieux par rapport à ce qu'on entend, je dirais, par rapport au sens commun, et qui sont peut-être un peu contre-intuitifs. En fait, un simple vitrage a un coefficient, un indice d'atténuation acoustique meilleur qu'un double vitrage classique, donc avec deux verres de même épaisseur, 4, 15, 4, ou qu'un triple vitrage avec quatre vitrages de même épaisseur de 4 mm. Pour avoir
une amélioration au niveau acoustique, il faut passer un double vitrage asymétrique. Donc ça, c'est la solution classique, 6-15-4 par exemple, où là, on recommence à avoir un petit gain. Et ce qui est important à savoir, c'est que ce qui est important, ce sont les performances d'atténuation acoustique en basse et moyenne fréquence, parce que ce sont les fréquences les plus importantes pour le confort acoustique en ville, c'est les fréquences du trafic automobile, des avions, etc. Ou alors on passe pour avoir davantage de performance à des compositions de vitrage avec verre feuilleté, mais un verre feuilleté avec un plastique un PVB amélioré acoustiquement, qui permet alors de descendre, d'avoir des performances beaucoup plus intéressantes au niveau acoustique. Alors l'aspect et la teinte du vitrage sont des critères aussi. Donc depuis les années 60, on a des verres qui sont obtenus par coulage de la pâte de verre sur un bain d'étain en fusion. Donc c'est ce qu'on appelle le verre float. C'est un verre parfait en réalité, tout à fait lisse, mais du coup il est beaucoup plus réfléchissant que les vitrages anciens qui étaient soufflés ou étirés. Et là vous le voyez dans l'illustration à droite, un verre ancien à droite et un verre float actuel dans un double vitrage à gauche. Les couches à basse émissivité apportent une petite teinte au vitrage aussi, ce qui fait que c'est en tout cas important quand on remplace des vitrages, d'éviter de placer des vitrages différents sur une même façade. Et dans certains cas, dans les applications patrimoniales, on peut avoir des verres isolants qui sont néanmoins équipés d'un verre à l'ancienne en face extérieure. La sécurité des personnes, donc ça c'est un autre élément, on en a déjà parlé. Donc cette fameuse norme concernant les vitrages de sécurité lorsque l'allège, donc la partie opaque de la fenêtre ou du mur est inférieure à 90 cm, qu'il y a une hauteur de chute qui dépasse 1,50 m, qu'il n'y a pas de garde-corps, donc une série de conditions. Bon, les entreprises ont tendance à vous mettre le vitrage de sécurité d'office. Il faut vérifier quand même au cas par cas si c'est nécessaire ou pas, parce que c'est beaucoup plus cher. Des vitrages plus lourds aussi, enfin, voilà, il n'y a pas que des avantages. La sécurité anti-effraction, donc pour des fenêtres aisément accessibles, évidemment, des verres feuilletés retardateurs d'effraction peuvent être utiles, à condition d'avoir un châssis qui est lui-même anti-effraction. La pose elle-même, donc là, on a voilà, ce qu'on voit souvent, c'est des châssis qui sont posés un petit peu à la sauvette. En fait, c'est plutôt une vente de châssis. On vient vous poser des châssis, on vous les fixe plus ou moins et on vous met du polyuréthane en bombe tout autour du châssis. C'est une pose qui est un petit peu sommaire et qui n'est pas satisfaisante. Donc les châssis doivent d'abord évidemment être posés parfaitement d'aplomb et de niveau. Il ne faut pas qu'un ouvrant s'ouvre tout seul ou se referme tout seul. Et que les éléments de quincaillerie dysfonctionnent parce que le châssis n'est pas posé correctement. Ils doivent être posés en surplomb du seuil, fixés mécaniquement en gros œuvre, c'est ce qu'on voit sur la photo de droite. Et il faut évidemment une étanchéité à l'eau et au vent au niveau du raccord du châssis au mur. Donc à l'extérieur, on a un joint souple, en général en silicone. Il ne peut pas dépasser 1 cm d'épaisseur. Et on a l'étanchéité à l'air du raccord châssis-mur qui, lui, est obtenu de préférence par une membrane d'étanchéité à l'air que vous voyez dans la petite îlot qui se trouve à droite, qui va être en l'occurrence noyée dans le plafonnage. Donc cette étanchéité à l'air est importante, en particulier pour l'isolation acoustique. Une illustration voilà, qui résume les différents points d'attention pour la pose du châssis. Donc il faut évidemment un bourrage des vides résiduels entre le dormant et la maçonnerie.
Dans le cas des performances acoustiques, on va utiliser un matériau absorbant à ce niveau-là, souple, une laine minérale par exemple. On va également isoler les embrasures de la fenêtre pour éviter le risque de condensation aux portures du châssis. Et ici, c'est le cas où on envisage par la suite une isolation par l'extérieur. On ne peut pas toujours réaliser tout en même temps. Donc, dans certains cas, on remplace d'abord les châssis. L'idéal, ce serait d'avoir une approche évidemment globale de l'enveloppe, mais pour des raisons financières notamment, ce n'est pas toujours possible. Mais voilà, si on envisage une isolation ultérieure, il est important de la préparer par une mise en œuvre correcte de la membrane d'étanchéité et de l'isolation au niveau du raccord châssis maçonnerie. Donc ici, c'est la situation avant isolation par l'extérieur. Ensuite, on vient en fait araser la bâtée de la maçonnerie, c'est ce que vous voyez ici. La bâtée était arasée de manière à ménager l'épaisseur suffisante pour faire un retour de l'isolation thermique. Dans ce cas-ci, évidemment, le châssis n'a pas changé de position par rapport à sa position d'origine. Ça peut poser un problème esthétique parce que les fenêtres, évidemment, apparaissent plus enfoncées dans la façade. Du point de vue de l'éclairement, l'isolation, qu'elle soit par l'intérieur ou par l'extérieur, évidemment, pose des questions aussi puisqu'on surveille des murs plus épais. Mais voilà, dans une série de cas, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Et dans le cas de l'isolation par l'intérieur, on vient simplement poser l'isolant en continuité avec l'isolation de l'embrasure qui, elle, est au contact du châssis et qui est posée au-dessus de la membrane d'étanchéité. La réglementation au sujet de l'aspect des châssis s'applique dans le cas de la réglementation urbanistique. Donc, quand on remplace un châssis qui est visible depuis l'espace public, on est soumis à permis d'urbanisme dès qu'on a des modifications d'aspect, donc des modifications de forme, de cintrage, de division, de couleur. Dans certains cas, on a des règlements communaux qui vont imposer le choix du matériau. C'est le cas, par exemple, à Boisfort, où le PVC n'est pas autorisé, pas pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons environnementales. Et si le bâtiment est protégé, on a des règles différentes qui s'appliquent. À ce moment-là, un permis est toujours requis. Dans les règles de copropriété, donc les châssis sont habituellement considérés dans l'acte de base comme partie privative. Donc ce sont les propriétaires individuellement qui font la dépense concernant les châssis. Leur remplacement est soumis à l'accord de la copropriété. Et un acte de base peut définir des prescriptions pour assurer la cohérence de l'aspect du bâtiment quant aux couleurs et aux formes des châssis. La réglementation sur la performance énergétique. Donc là, on a, dès qu'on a permis d'urbanisme, la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments s'applique. Et donc, on a à ce moment-là des valeurs UG du vitrage qui doivent être inférieures à 1,1 watts par mètre carré fois K, et la valeur UW de la fenêtre, donc châssis plus vitrage, doit être inférieure à 1,5. Vous voyez bien que c'est le profilé qui déforce, entre guillemets, la performance de la fenêtre. Et dans ce cas-là aussi, la réglementation thermique prévoit des obligations en matière de ventilation, et donc dans une série de cas, des amenées d'air dans les châssis, si des amenées d'air ne sont pas prévues ailleurs ou si on n'a pas une ventilation double flux, ventilation mécanique indépendante des fenêtres. Alors, la difficulté avec les châssis actuels, c'est qu'ils sont évidemment extrêmement standardisés. Contrairement aux châssis anciens, vous avez à gauche un châssis standard à triple frappe, donc c'est deux profils continus qui s'appliquent l'un sur l'autre. L'extrait de plan que vous avez au centre est un plan de l'architecte Bayard de la fin du 19e siècle, un plan type pour les menuiseries. Vous voyez que, vous ne voyez pas, je ne sais pas, c'est un petit peu petit, mais on a une série de châssis, de lignes ici, c'est une coupe horizontale du châssis ici. On a des largeurs de montant
qui sont différentes à chaque passage d'une dizaine de centimètres en largeur, par exemple, pour le châssis. Donc, on a une adaptation très subtile des proportions du châssis aux proportions de la baie, qui est un peu perdue aujourd'hui, et donc on se retrouve parfois bien embarrassé pour reproduire des formes anciennes, parfois très complexes, ou très nuancées en termes de proportions, avec des profilés qui sont quand même très simples. Il est possible quand même, au moins pour des châssis de forme relativement courante comme celui-ci, d'arriver à un bon résultat moyennant un bon dessin, comme vous voyez à gauche, qui permet de reproduire la mouluration d'origine, mais aussi, et ça c'est vraiment des éléments tout à fait basiques, les proportions, la hauteur de la traverse d'un poste, évidemment, on voit souvent des choses assez catastrophiques à ce niveau-là, et la présence de ce qu'on appelle le double cadre au niveau de l'imposte. C'est encore plus important qu'on a des ouvrants et des fixes qui sont situés l'un à côté de l'autre latéralement. Donc, c'est avoir une continuité des lignes du châssis pour voilà, avoir quelque chose qui esthétiquement reste en harmonie avec la façade. Quelques points d'attention avant de signer un devis. D'abord, ce devis doit être détaillé, ce qui n'est pas toujours le cas. Il doit indiquer, bien sûr, la valeur UG du vitrage et UW de la fenêtre. C'est aussi un élément qui est demandé dans le cadre de l'obtention des primes Résolution, par exemple. Mais également, il est conseillé de demander des informations sur la transmission lumineuse et le facteur solaire G du vitrage. Les indices d'atténuation acoustique aussi, RW plus CTR, donc c'est le deuxième élément qui est important, si l'isolation acoustique est un élément souhaité. Des détails au niveau du matériau, par exemple pour le bois, donc l'essence de bois, les labels FSC ou PFC par exemple, dimension, un dessin précis du châssis, une coupe du profilé, et tout ça c'est parfois un petit peu léger et c'est parfois très difficile de savoir si réellement le châssis va être à l'identique entre guillemets ou s'il va s'approcher de manière assez floue du châssis existant. Les amenées d'air, le mode de pose du châssis de fenêtre, la manière dont l'étanchéité va être réalisée, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a comme garantie quand on fait appel à un placeur de châssis? Il y a une obligation générale de garantie de 2 ans sur les produits, donc qui est valable bien sûr aussi pour les châssis de fenêtres, mais on annonce souvent des garanties plus longues, 10 ans pour les châssis et les vitrages. Pour les quincailleries, par contre, c'est souvent plus limité, c'est souvent 2 ans. Or, les quincailleries sont certainement l'élément le plus fragile dans un châssis aujourd'hui. Alors, voilà, on a des éléments de référence qui encadrent les performances du châssis, c'est le marquage CE, donc qui renseigne sur les performances. Donc, les châssis sont obligatoirement marqués CE, sauf dans le cas où ils ont été produits par un artisan qui pose lui-même ses menuiseries, mais donc dans la majorité des cas, ce marquage CE est absolument requis. Et il donne des informations sur les performances du châssis et sur sa conformité aux normes. Ça veut dire en tout cas que le fabricant a soumis un châssis à un test en laboratoire. Pour certains vitrages à usage particulier, les fenêtres de toiture notamment, il faut un marquage de l'espaceur, mais en fait ce n'est pas une obligation pour les verres isolants en général, pour les verres courants. Par contre, on conseille quand même chez Homegrade en général de préférer les vitrages avec un marquage de l'espaceur qui vous permettent quand même de garantir les performances annoncées, parce que si vous avez simplement un document papier qui accompagne, c'est quand même un petit peu moins rassurant à ce niveau-là. La responsabilité de l'entreprise, c'est comme dans tous les cas dans le domaine du bâtiment, on a la responsabilité décennale, mais qui n'est pas une garantie, puisque en cas de problème, il faut éventuellement aller en justice pour obtenir intervention de l'entrepreneur s'il se montre de mauvaise volonté. On a l'entretien qui est un élément souvent oublié, donc même les châssis d'aujourd'hui et même les matériaux réputés sans entretien, comme l'aluminium ou le PVC, nécessitent un entretien. Il y a déjà d'ailleurs des produits d'entretien qui sont fournis par les fabricants. C'est un petit peu comme des carrosseries de voitures, il faut les entretenir. Et
on a les trous de drainage qui doivent être contrôlés, dégagés. Les profilés bois doivent être protégés. Dans la plupart des cas, on a certains bois de classe 1 qui peuvent supporter de ne pas être protégés, mais c'est assez peu fréquent. Et donc, on a les questions des cycles de peinture, mais qu'on a tendance à un petit peu surévaluer. En tout cas, des châssis bois laqués en usine tiennent très largement une dizaine d'années avant de devoir être remis en peinture. Et après, les cycles vont varier très fort selon l'exposition de la façade. Et oui, pardon. Et évidemment, les quincailleries doivent être lubrifiées. Ça, on le voit dans la petite illu ici à droite. On a des points qui permettent de lubrifier ces quincailleries. Ça devrait être fait idéalement une fois par an. Alors, je vais terminer par là, juste un petit aperçu sur quelques techniques d'amélioration de la performance des châssis existants dans le cas où c'est ce scénario-là qui est retenu. Pose de joints ici. Pose de joints d'étanchéité entre le dormant et la maçonnerie. Et là, c'est comme pour la pose d'un châssis neuf. Donc, on peut refaire ces éléments d'étanchéité sur un châssis existant avec la bande d'étanchéité que vous voyez ici côté intérieur, étanchéité à l'air. Le doublage de la fenêtre. La pose de double vitrage dans le châssis existant qui nécessite le fraisage de la feuillure à vitrage, comme vous voyez à droite, et la position ensuite d'une part close à l'extérieur pour le maintien du double vitrage. La pose de simple vitrage à basse émissivité, donc ça c'est un simple vitrage avec une couche à basse émissivité, la même que celle que vous avez dans des doubles vitrages. Donc on n'a pas l'avantage évidemment de la lame d'air déshydraté ou d'argon. On a une performance thermique moins élevée, mais ça peut être une solution dans le cas du châssis à petit bois, par exemple, puisque ça entre dans une feuillure à vitrage courante. Et enfin, une dernière technique, c'est un double vitrage sous vide, qui est apparu assez récemment sur le marché, qui a des performances très élevées en termes de valeur U. On parle de valeur U de 0,7 par exemple, donc on est équivalent à un triple vitrage. Le désavantage, c'est qu'on a des petits points qui sont visibles. Ce sont des petits plots de céramique qui maintiennent l'espace très mince d'1 millimètre environ entre les deux feuilles de verre pour éviter que les deux faces n'implosent, puisque c'est le vide entre les deux éléments vitrés. Les valeurs U indicatives de ces différentes solutions, doublage de la fenêtre. Dans le cas où on a une seconde fenêtre à double vitrage, on est à 1,2. Donc là, on a vraiment quelque chose de très performant. Dans le cas d'un double vitrage en châssis existant, 1,9. 3,2 dans le cas du simple vitrage à basse émissivité. Donc c'est nettement moins performant, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Et le double vitrage sous vide, qui lui-même est assez performant également, équivalent en fait à la double fenêtre. Les calculs, évidemment, sont dépendants du type de profilé, de leur épaisseur, du type de bois, etc. Donc, c'est évidemment indicatif. Les incitants financiers, donc, on a 3 primes Rénolution, donc une prime pour le placement et le remplacement de porte-fenêtres, une prime pour la réparation et l'adaptation de fenêtres, et une prime pour la réparation de portes. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que à Bruxelles, on a justement une prime pour la réparation et l'adaptation et la pose de double vitrage, par exemple, dans une fenêtre existante. Ça n'existe pas dans les autres régions. Et enfin, la subvention petit patrimoine qui s'applique aux travaux de restauration et qui doit être demandée avant travaux. Et je vais en terminer avec nos quelques petites brochures. La brochure sur le remplacement des châssis de fenêtres, mais également celle sur la conservation et l'amélioration des performances des portes et châssis en bois et en métal. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé parce que je crois que j'ai un petit peu dépassé le temps. Merci Jérôme. Oui, on a un petit peu dépassé le temps. On va rapidement passer aux questions qui vont maintenant s'afficher à l'écran. Alors, la première question,
Quel est le temps de vie estimé des châssis PVC à double vitrage? Alors, c'est très difficile à dire et on a des qualités très variables aussi. Donc, quand on fait des calculs, enfin des analyses de cycle de vie pour les châssis, bon, déjà ça varie d'une analyse à l'autre. On part sur des analyses d'une trentaine d'années dans certains cas, parfois plus. Mais je dirais que oui, on a beaucoup dit que les châssis PVC tenaient 15 ans, mais en fait, bon, on en a quand même qui ont une durée de vie qui est assez longue. On a des châssis PVC qui ont 30 ans, qui sont encore en bon état. Donc, je crois que ce critère de durée de vie n'est pas absolu et n'est pas absolument relié aux matériaux. En fait, ce qui s'abîme dans un châssis avant tout, ce sont les quincailleries. Donc, on a énormément de problèmes à long terme avec des oscillobattants, par exemple. Et on a beaucoup de difficultés à faire trouver quelqu'un qui veut bien réparer des châssis anciens, quels que soient leurs matériaux. Enfin, des châssis, pardon, des châssis récents, quels que soient leurs matériaux. Euh, donc, voilà. Le châssis PVC a probablement une durée de vie un peu moindre que celle des châssis alu, par exemple, ou des châssis bois, mais ça peut varier très très fort dans le cas des châssis bois en fonction de l'essence aussi. On a des châssis Meranti, parfois très basiques, ou qui ont été mal protégés, qui parfois sont fort abîmés parce qu'ils sont fort exposés après quelques dizaines d'années. J'ai vu récemment des châssis dans des immeubles des années 70, des châssis en bois exotique très bien protégés par des balcons c'est des châssis qui ont 50 ans, qui sont en parfait état, quoi, qui sont vraiment en parfait état. Des sections de bois qui n'ont pas bougé, des grands châssis coulissants. Alors, j'espère La avoir deuxième répondu à la question, question. le remplacement d'une menuiserie ancienne n'est-il pas avant tout une question de confort? Pardon. Oui, bien sûr, c'est aussi. Il s'agit d'un ensemble. Ce qui peut amener à une décision de remplacement de châssis, c'est bien sûr les économies d'énergie, mais c'est complètement lié évidemment à la question du confort. Si on a une sensation de paroi froide importante, ben, on va avoir tendance à mettre le chauffage plus fort, puisque le confort thermique, c'est un équilibre entre la température de l'air et la température des parois. Et donc, oui, et les courants d'air, évidemment, c'est un élément d'inconfort important. Donc, oui, c'est souvent un critère qui va emporter la décision. Maintenant, il est parfois il est souvent intéressant de s'interroger sur la manière d'améliorer ces menuiseries anciennes si on a des raisons de les conserver, et ça peut être le cas, c'est même souvent le cas. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que les châssis anciens n'étaient pas conçus pour se présenter tout nus. On avait très souvent des volets à l'extérieur, on avait des rideaux, des tentures, etc. Et aujourd'hui, on compare le châssis ancien au châssis actuel euh, sans tenir compte de ces éléments complémentaires, en fait. Et donc oui, mais bien sûr, la question du confort est fondamentale, c'est clair. Le remplacement du double vitrage ancien, qui aurait 36 ans dans ce cas, par du double vitrage performant, offre-t-il une protection supplémentaire contre la chaleur? Alors là, c'est pas une question d'âge du vitrage. Pour avoir une protection contre la chaleur, il faut choisir un vitrage dit à contrôle solaire. Donc c'est un vitrage dans lequel on va pousser les performances de la couche à basse émissivité euh, de manière à bloquer une partie du rayonnement infrarouge qui va entrer dans la pièce à travers le vitrage. Oui, on peut avoir une amélioration si on choisit un vitrage spécifique. Maintenant, il faudrait voir quel est le type de vitrage posé il y a 36 ans. On avait déjà des verres à contrôle solaire à l'époque, mais voilà. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que quand on a des gros problèmes de surchauffe dans un bâtiment, on ne peut pas s'en sortir avec des verres à contrôle solaire. Il faut impérativement des protections extérieures. C'est le plus efficace.
Et ça évite aussi de se priver des apports solaires en hiver, et donc de la chaleur gratuite du soleil au moment où on en a besoin. Oui, puisque le verre à contrôle solaire voilà, risque d'avoir un impact sur la transmission lumineuse. A par ailleurs, un impact sur la transmission lumineuse, bien sûr. Oui, oui. Nos châssis en PVC sont en PVC double vitrage. On ne sait pas quand ils ont été posés. Ils ont un peu bougé, ils sont moins étanches à l'air, mais sont encore utilisables. Donc là, c'est un cas où on rénove et on isole Oui, oui, la oui. façade. Ça a du sens de les remplacer. Oui. Alors, c'est un peu la difficulté des châssis PVC, c'est que sur le long terme, donc à court terme, ils sont très étanches, autant que pour les autres matériaux, mais sur le long terme, la stabilité du matériau est un petit peu moins bonne que celle du bois ou de l'alu, enfin le bois en tout cas, quand il est bien séché au départ et qu'il est protégé de l'humidité. Et donc, on a une étanchéité qui a tendance à se dégrader, surtout au niveau des oscillobattants. Alors, l'étanchéité, elle est liée aussi aux joints. Donc, si ce sont des châssis qui ont quelques dizaines d'années, à ce moment-là, ça peut être utile de remplacer les joints, à condition de trouver une entreprise qui accepte de le faire, parce que les joints durcissent et donc l'étanchéité est moins bonne à terme aussi. Et l'étanchéité, tout c'est une question de réglage. Donc, il se peut qu'il y ait moyen de régler ces châssis en améliorant à ce moment-là le contact entre l'ouvrant et le dormant. Donc, je crois que c'est du cas par cas et que voilà, si ces châssis sont en bon état, ça vaut la peine d'envisager leur conservation. Oui. Oui, j'ajouterais que quand on isole la façade, c'est vrai que c'est quand même vraiment le moment de se poser la question. Tout à fait. Parce que si Parce on doit les remplacer, alors il vaut mieux faire l'opération en oui, une fois oui, voilà, pour des raisons techniques et tout à aussi fait. pour Oui. pouvoir bien replacer éventuellement les châssis à une autre dans la baie. Éventuellement, les Remplacer. déplacer dans la baie et faire les retours d'isolation correctement, l'étanchéité à l'air et Quand à ce l'eau, sont des etc. châssis PVC, si c'est en Oui. façade avant, j'ajouterais que c'est peut-être le moment de se poser la question, est-ce que ce PVC est bien légal À et, sa place. voilà, est bien légal urbanistiquement? Parce que voilà, Oui, il est possible que par le passé, des personnes aient placé du PVC sans savoir qu'il fallait un permis d'urbanisme. tout Donc à c'est alors fait. l'occasion de se poser la question. Et la question finissait par est-ce qu'il faut ajouter une amenée d'air? C'est vrai que si on commence à isoler la façade et à étanchéifier au maximum les châssis, alors voilà, on pourrait avoir un problème de manque d'amener d'air qui pourrait, de manque de circulation d'air dans la maison, dans l'appartement, qui Oui, pourrait alors oui. engendrer des problèmes de condensation. Donc, oui, à partir du moment où on remplace les châssis, Mhm. c'est clair qu'il faut réfléchir à la ventilation, à savoir si ça se fait voilà, par des amenées d'air dans les châssis ou autrement, mais Mhm. certainement réfléchir à ce Tout à moment-là. fait. Je n'ai pas les questions suivantes. C'est pas. Ah voilà, Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. il y en a d'autres. Alors, c'est Est-il pour ça possible que de je remplacer que reprends, la pièce d'appui d'un châssis en mer anti? Alors oui, j'ai eu la question récemment. ah, il y en Ah avait une. pardon, oui, j'ai oublié une question d'abord. Il y avait une Euh, question pour toi par rapport au vitrage Finéo. Ah oui, oui, non d'une pipe, Tu as oui, parlé. pardon, j'ai j'ai pas vu. Un retour d'expérience? Non, pas encore vraiment de retour d'expérience. Par contre, j'ai connaissance de plusieurs chantiers où ça a été mis en œuvre. Donc, euh, voilà, oui, on peut s'interroger dans la mesure où le vitrage est extrêmement performant thermiquement sur l'équilibre entre la performance du châssis bois et celle du vitrage. On a un risque de condensation important, évidemment, sur le châssis qu'on pourrait gérer jusqu'à un certain point avec la ventilation. Mais oui, il y a des questions qui se posent. Mais j'ai pas de retour enfin, on n'a pas assez de recul pour l'instant pour avoir un avis là-dessus. Et ça va varier très très fort selon l'occupation et le volume en fait du logement. Donc dans un petit logement, on peut craindre des problèmes. Dans un grand logement peu occupé, je pense que là, on aura quand même assez peu de problèmes. Quel matériau Et le matériau, privilégier oui. pour l'isolation des embrasures? Bon, là, il y a différentes possibilités. Quand on est parfois limité, enfin, on est généralement limité en épaisseur, ça va nous amener quand même plutôt vers des matériaux, enfin des mousses et des choses comme ça. Hélène, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus.
Vu le peu d'épaisseur, on aurait tendance, nous, à privilégier des matériaux naturels, mais à ce moment-là, il faudrait avoir un petit peu plus d'épaisseur en général. Et puis ça va dépendre aussi, voilà, si on sait qu'on va isoler par l'intérieur, par exemple, bon, ce ne sera pas forcément le même matériau qu'on utilise. Non, on peut combiner des matériaux en tenant compte de l'espace qu'on a. Il n'y a pas vraiment de matériaux Non, à privilégier, éventuellement dans le cas où on veut améliorer l'isolation acoustique par la même occasion, alors on privilégiera un matériau résilient, ouais, voilà, tout à fait. telle Mm. une mousse, pardon, justement pas Mhm. une mousse, telle Mm. une laine minérale ou végétale, Mhm. et alors avec une épaisseur Mhm. suffisante de plâtre, comme 2 plaques de plâtre, pour renforcer Ouais. la masse. Alors, que faut-il demander à l'entrepreneur pour s'assurer d'obtenir une bonne étanchéité à l'air entre le châssis et les façades? C'est les deux opérations que j'ai montrées tout à l'heure sur les schémas. D'un côté, il y a le joint d'étanchéité à l'extérieur euh, pour l'étanchéité. Pardon, oui, pardon, l'étanchéité à l'air. Non, en fait, c'est avant tout la membrane d'étanchéité à l'air qui est fixée sur le châssis et sur la maçonnerie. Donc, c'est cette membrane bleue qu'on a vue euh, tout à l'heure. Euh, donc, oui, J'ajouterais juste que c'est vrai que ce sont des critères qui apparaissent peu sur les devis. on le Euh, voit c'est pratiquement jamais sur les devis. Oui, voilà, donc c'est quand même important d'en parler à l'entrepreneur, oui, voilà, pour s'assurer d'avoir une bonne étanchéité. oui. Maintenant, si on veut placer en effet la membrane d'étanchéité à l'air qui permet d'avoir un très bon raccord entre le châssis et la maçonnerie à l'intérieur, évidemment, ça oblige à, On démonter les finitions, quoi, ça voilà, à c'est démonter clair. les finitions Hmm. sur le Ça c'est pourtour de clair. la fenêtre pour pouvoir Oui. coller cette membrane et Et même la tablette de passer par fenêtre elle-même, et ça c'est parfois délicat parce qu'on a parfois des très belles tablettes de fenêtre en marbre, on n'a pas envie de les casser. Mais voilà, oui, il faut que ce soit sur tout le pourtour du châssis. Oui. Est-il possible de ne remplacer que la pièce d'appui d'un châssis en Merranti? Euh, J'ai eu le cas récemment d'une demande de ce type-là. C'est très difficile. C'est très difficile parce que déjà pour des châssis qui ont une certaine valeur patrimoniale, des châssis anciens, il y a un manque de disponibilité des artisans pour faire ce type de travail. Donc théoriquement, c'est possible de le faire. On peut, c'est l'avantage du bois, c'est que d'une certaine manière, il est toujours réparable. On peut faire des greffes, on peut remplacer une pièce entière, même si les châssis actuels ne sont pas conçus pour être démontés comme les châssis anciens. Mais ça va être très très difficile de trouver une entreprise qui accepte de le faire. pour le permis d'urbanisme en rapport avec la couleur des châssis. Quelle est la couleur imposée, l'actuelle ou celle d'origine au moment de la construction? Là, je vais répondre que la Oui, je te couleur laisse, imposée pour Hélène. les châssis, c'est celle qui est sur la situation de droit. Donc, en fait, ce n'est pas forcément celle imposée lors de la construction, parce qu'il est possible qu'il y ait eu un autre permis d'urbanisme entre-temps qui valide une nouvelle couleur, mais ce n'est pas forcément non plus celle qui est actuelle en place, parce qu'on n'est pas toujours certain qu'elle est vraiment légale. Donc, le mieux, c'est de se renseigner au service d'urbanisme pour savoir quelle est la situation de droit. Voilà, ça s'appelle la situation de droit. Euh, voilà, si ce sont des façades anciennes et qu'il n'y a pas eu de modification depuis l'origine, souvent la couleur n'est pas écrite sur les plans d'origine. Et donc là, de nouveau, il faut discuter avec l'urbanisme pour voir quelle est la couleur que l'on considère comme la couleur officielle. C'est Je tout pense que pour les c'est tout. questions? Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Peut-être qu'on est un peu en retard et que Oui, certaines je questions pense, oui. vont devoir être répondues par écrit aux personnes qui les ont posées. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci Jérôme pour cette présentation. Vous pourrez retrouver la présentation sur notre chaîne YouTube ainsi que les présentations précédentes. Et merci à tous pour votre présence virtuelle et n'hésitez pas à vous inscrire au prochain cycle de webinaire qui aura lieu en septembre. Voilà, merci, bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.